à droite, le grand entretien, Richard de Sèze. Et à nos deux invités, merci beaucoup. Richard, on ne vous entendait pas. D'accord. Mais alors, donc je disais, c'était l'heure du jingle. Alors, merci Richard d'être avec nous et merci aussi à Maëlys, puisqu'effectivement, vous le soulignez en off. Mais Maëlys Clausel mène cet entretien avec vous. Et donc, merci à nos invités d'être avec nous. D'abord, Charles Aloncle, député de la 9e circonscription de l'Hérault, porte-parole du groupe ADI-UDR, donc Éric Ciotti, pour ceux qui ne sont pas encore familiers de tous les sigles, et Jean-Baptiste Léon, directeur des publications de Contribuables et Associés. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, en ce moment, le gouvernement explique qu'il faut faire 30 milliards d'économies, et même 50 milliards. Donc, personne ne sait comment ils vont faire. Mais justement, vous avez tous de très bonnes idées pour faire en sorte de dégraisser le mammouth, pour reprendre l'expression classique. Et nous allons examiner avec vous quels sont les moyens, en fait, d'arriver à cette économie et les moyens peut-être rapides. Maëlys. Oui, alors Charles Aloncle, bonjour. Bonjour. Pourquoi, selon vous, l'État est devenu aussi lourd et complexe et injuste par la même occasion, et comment les propositions du groupe UDR peuvent-elles changer cela ? Bon, déjà, il n'y a pas que l'État, en fait. On voit que c'est la fonction publique globale, notamment les collectivités territoriales aussi, qui ont aussi subi cette inflation du nombre de fonctionnaires et des normes. Les collectivités territoriales, par exemple, ont cru de plus de 43% de nombre de fonctionnaires sur les 25 dernières années, alors que la seule population française n'a augmenté que de à peu près 13 à 15%. Donc, on voit qu'il y a eu un problème global. On est passé, à la fin des années Mitterrand, on était un peu moins de 4 millions de fonctionnaires. Là, aujourd'hui, on est à près de 6 millions, avec la palme revenant à Jacques Chirac, qui a augmenté de plus de 800 000 le nombre de fonctionnaires sur la durée de son mandat. Donc au fond, je pense que tout le monde en convient, c'est un problème qui est franco-français, ce recours systématique à la dépense publique, ce recours systématique aussi au recrutement de nouveaux fonctionnaires, qui fait que la France est championne quasiment du monde, toutes catégories confondues, de la dépense publique. On a plus de 57% de notre PIB qui part en dépense publique. Et pourtant, et j'en finirai là, on est le pays donc aux 400 000 normes qui pèsent en termes de coût 4% de notre PIB, là où la moyenne des pays européens c'est 0,5. On est le pays où notre code du travail compte plus de 10 000 articles de loi, là où en Suisse et dans les pays nordiques c'est entre 200 et 300. On est le pays qui compte plus de 1200 opérateurs d'État, dont les missions d'ailleurs parfois sont en doublon avec les services des différents ministères. On est le pays qui compte 4 strates de collectivités territoriales entre l'État et la commune. Et pourtant, en fait, on a des services publics qui, année après année, se dégradent. Je pense que tout le monde le voit, que ce soit à l'école, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les commissariats. Donc ça montre bien que plus on dépense, plus on recrute de fonctionnaires, moins on a des services publics efficaces. Les zones rurales se sentent souvent oubliées, notamment dans la répartition des dépenses publiques. Comment vos réformes territoriales avec le groupe UDR d'Éric Ciotti peuvent-elles vraiment changer cette situation ? Alors, on propose un vrai Big Bang territorial. Sur les collectivités, on a fait une proposition assez audacieuse qui commence à faire couler beaucoup d'encre. Le constat est simple, c'est que, je vous le disais, entre l'État et les communes, vous avez 4 niveaux de collectivités territoriales. Vous avez les régions, vous avez les départements, vous avez les EPCI, qu'on appelle aussi les intercommunalités, pardon. Et vous avez donc les métropoles. Tout ça fait que cet enchevêtrement de compétences, ça a un coût. C'est le maire de Charleville-Mézières, l'année dernière, qui a rendu un rapport au gouvernement. C'est 7,5 milliards d'euros par an. En plus de ça, les Français ne se retrouvent pas dans ces super collectivités, ne connaissent pas leurs élus. Donc voilà, tout ça, en fait, on va vouloir dégraisser. C'est notre proposition à UDR, une proposition ambitieuse, de supprimer donc tous les niveaux de collectivité territoriale entre l'État et la commune, pour le remplacer par la province. Donc fini les régions, fini les départements, fini les métropoles, on fusionne tout ça et on met toutes ces compétences dans un nouvel échelon, la province. Il y en aurait 50 en France, avec 40 conseillers par province élus à la proportionnelle, un président donc exécutif, et tout ça fonctionnerait évidemment beaucoup mieux. Ça aurait un mérite, évidemment, c'est diviser par 3 le nombre d'élus. On passerait de à peu près 6 000 élus à 2 000 élus, de réduire des coûts de fonctionnement. La région, c'est un peu plus de 25 milliards. Les départements, c'est un peu plus de 70 milliards de coûts de fonctionnement. Donc, vous voyez, sur les collectivités territoriales, et je pense que derrière
les Français s'y retrouveront, parce que personne dans le Nord ne se sent attaché à la région Hauts-de-France. Pareil pour la région PACA, c'est des super régions qui n'ont plus d'identité. Donc même en termes de lien et d'identité un peu charnelle avec son territoire, ça fera beaucoup de bien aux Français. Parce que là, donc, vous décidez de ressusciter l'Anjou, le Bourbonnais, le Comtat venessin et d'une manière et le Roussillon. Alors, pas forcément avec les mêmes noms qui nous ont précédés, mais certains que vous évoquiez, peut-être que l'Anjou ressuscitera, mais c'est tout à fait ça. C'est revenir d'ailleurs en plus à des principes historiques qui ont fait la France. Ces noms, je pense, nous rappellent beaucoup de grandes épopées et de grandes pages de notre histoire, mais c'est de ressusciter effectivement ces provinces. Alors le terme peut peut-être paraître un peu marketing, il faut aussi s'intéresser à l'organisation administrative et territoriale qui, elle, sera beaucoup plus efficace. Très bien. Monsieur Jean-Baptiste Léon, beaucoup de Français se sentent déconnectés des décisions publiques. Quelles sont les réformes, selon vous, à mettre en avant pour renforcer cette démocratie locale et donner plus de pouvoir de ce fait aux citoyens? On a beaucoup parlé du référendum d'initiative locale, effectivement. Alors, il y a un beau modèle, en l'occurrence, qui est le modèle suisse, mais qui est pratiqué depuis plus de 150 ans. Et de telles réformes en France sont un petit peu tôt encore à mettre en application. Le citoyen suisse est vraiment pleinement citoyen, a un pouvoir décisionnel et un pouvoir de réflexion sur ce que font les politiques que n'ont malheureusement pas encore les Français. Mais il faudrait effectivement tendre à ce degré-là d'investissement politique chez nos citoyens. Pour revenir sur ce que disait monsieur le député, effectivement, en France, tout est trop compliqué. On a trop de strates administratives. On a le fameux millefeuille administratif qui a été chiffré par le maire de Charleville-Mézières dans un très, très bon rapport à 7,5 milliards d'euros. Ça, c'est juste la partie collectivité locale et État. En gros, l'État et la collectivité locale faisant souvent la même chose, suremploi en fait des fonctionnaires pour le même boulot. Et ça a un coût donc qui est quasiment celui du budget de la justice. Tout est trop compliqué en France, il faut simplifier les choses. On connaît tous le fameux adage de Georges Pompidou qui, s'adressant à Jacques Chirac, lui disait « il faut arrêter d'emmerder les Français ». Véritablement, c'est ce qu'il faut faire. Alors, on entend beaucoup de choses. Il y a des très, très bons rapports qui sont sortis de la Cour des comptes, de M. Ravignon. Il y a de très bonnes analyses qui sont faites au niveau politique. Mais ce qu'on attend maintenant, c'est qu'il y ait de l'action, que véritablement, il y a un véritable courage politique pour revoir le périmètre d'action de l'État. Effectivement, se plonger sur ce millefeuille territorial qui coûte très, très cher. Les Français ne s'y retrouvent plus. Vous parliez de démocratie. Effectivement, il y a un déni démocratique aussi. On voit qu'avec la création des intercommunalités, les Français qui sont très attachés à leur commune, qui sont très attachés à leur maire, les Français aiment leur maire en règle générale, ont vu leur échapper la sphère décisionnelle. Quelque part, l'intercommunalité, c'est ce qui est pour la France l'Union européenne, à savoir qu'il y a tout un volet souverain qui a disparu avec l'Union européenne au niveau, on va dire, macro et au niveau micro. Ce n'est plus le maire qui prend les décisions, c'est l'intercommunalité. Et là, le citoyen qui connaissait son maire, qui pouvait échanger avec lui, n'a plus de rapport avec ses élus intercommunaux. Et donc déni de démocratie et aussi déni fiscal. On voit que là où les intercommunalités ont créé, on a connu une explosion des impôts, une explosion des dépenses. On a vendu la diminution du nombre de régions comme étant une logique qui allait conduire à des économies d'échelle, c'est faux. On nous a vendu l'intercommunalité comme également une façon de mutualiser les efforts des différentes communes, c'est faux. À chaque fois, ces réformes ont créé des plus grosses structures qui sont devenues de plus en plus dépensières. Alors, pour terminer juste là-dessus, je finirai sur excusez-moi si on est sur Radio Courtoisie, par une petite citation en anglais. C'est vraiment, il faut être dans cette logique-là du small is beautiful. Revenir au principe de subsidiarité, des petites entités efficaces, autonomes et concrètes. Monsieur le député, comme l'a souligné la personne que nous interrogeons en même temps que vous, de contribuables et associés, et il y a des promesses qui sont faites et qui sont systématiquement controuvées sur le terrain. C'est-à-dire, à chaque fois, on nous parle d'un choc de simplification. Bruno Le Maire en a parlé. Thierry Mandon, déjà, il y a plus de 10 ans, 15 ans, nous expliquait qu'il fallait simplifier la France. En fait, est-ce que c'est la volonté politique qui manque ou est-ce que c'est l'administration qui est nulle ?
Effectivement, le Oui, constat la serait, question est un peu le brutale. constat serait très sévère. Effectivement, vous avez raison. La simplification, ça a été un mantra politique des dernières décennies qui n'a jamais vu le jour. Bien au contraire, on l'a vu avec l'inflation des prérogatives de strates de collectivité, l'augmentation du nombre de fonctionnaires. La simplification, par exemple, c'est aussi réduire le périmètre de l'État à son périmètre strictement régalien. C'est par exemple c'est l'une de nos propositions, qu'on ne dépasse pas 10 le nombre de ministères. Et ça, beaucoup de présidents de la République l'ont invoqué, beaucoup de premiers ministres aussi l'ont invoqué. La palme revenant sur les dernières années au gouvernement de Jean Castex, qui comptait, je crois, plus de 42 ministres différents. Bah, vous voyez, si vous vous engagez à limiter le nombre de fonctionnaires à 10, déjà, je pense que vous avez une efficacité un peu plus prouvée de l'action publique. Donc, sur tous ces sujets-là, effectivement, il y a eu des réticences de l'administration. Quand vous avez un directeur général des entreprises, un directeur général du Trésor, un directeur général du budget, un directeur général des finances publiques, qui voit passer un nouveau ministre ou secrétaire d'État au compte public, qui va donner quelques leçons de sa nouvelle ligne politique. En fait, lui, il esquisse un petit sourire, parce que ça fait 20 ou 30 ans qu'il est là, qu'il a gravi les échelons les uns après les autres, qu'il connaît tous ses sous-directeurs, tous ses directeurs, et il sait très bien que ce ministre, en fait, n'est que de passage, et que derrière, lui pourra lui survivre et continuer à imposer sa ligne. Donc, une autre mesure qu'on propose dans les 30 qu'on a présentées hier lors de notre Forum des libertés, c'est la mise en place d'un spoil system, d'inspiration donc américaine. Le spoil system, c'est quoi ? C'est, par exemple, Donald Trump est arrivé, a eu son investiture avant-hier. Donald Trump, maintenant, a la possibilité de remplacer tous les directeurs d'administration qui le souhaitent pour en nommer des nouveaux qui seront, eux, parfaitement alignés sur sa ligne politique. Bon, c'est un système qui est très simple, qui a le mérite d'être efficace, qui a le mérite de lutter contre ce fameux deep state d'État profond, qui est, je pense, plus américain qu'il n'est français, mais on en voit en tout cas quelques signes inquiétants en France. Donc, encore une mesure pour que cette simplification qui est politique et qui est théorique se traduise aussi dans l'administration. En effet. Sur quels critères allez-vous vous baser pour justement supprimer certains ministères comme l'UDR l'a évoqué hier soir ? Alors, les 10 ministères, on a fait la liste. On va se contenter déjà du régalien, donc ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères. Après, on prendra le ministère de l'Économie, ministère de l'Éducation, ministère de l'Environnement, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, et enfin on finira par le ministère de la Famille, qui pour nous doit être l'objet d'une politique publique très assumée, ambitieuse, parce que depuis les années Hollande, ça a été une catastrophe. La démographie est une science qui est implacable et qui peut aussi à la fois faire disparaître une économie, mais faire disparaître aussi la perspective de grandeur d'un pays. Donc vous voyez, on se limiterait à ces 10 ministères, qui je pense sont amplement suffisants pour gérer ce que l'État doit gérer dans un pays. Donc on supprime tous les sous-secrétariats d'État, tous les ministères délégués, tous les ministères avec des noms à rallonge qui sont là uniquement pour faire plaisir aux copains et donner des titres de ministre à vie à des gens qui ne servent à rien. Tout ça on supprime et on réduit enfin le périmètre de l'État au strictement nécessaire. D'accord. Et vous avez également évoqué la simplification de l'État, enfin l'ambition de simplifier l'État. Comment cela pourrait-il améliorer des domaines essentiels comme la santé, l'éducation ou la justice ou un autre, si vous en avez une idée ? Le point très simple que je vois, c'est que le gros problème de l'administration et de la France, c'est la bureaucratie. La bureaucratie, c'est de l'administration administrante. C'est un problème qui est typiquement français, où par exemple dans les hôpitaux, c'est une stat que vous connaissez probablement, 1/3 du personnel employés à l'hôpital et du personnel administratif. C'est pas des soignants, c'est des gens qui sont derrière des bureaux pour remplir des formulaires, rédiger des comptes rendus, rédiger des synthèses. D'ailleurs, autant de tâches que l'intelligence artificielle est capable de faire en 1/1000 de seconde gratuitement. Donc, à l'éducation nationale, c'est à peu près pareil. Sur le 1 200 000 fonctionnaires de l'éducation nationale, vous en avez 350 000 qui ne sont pas face à des élèves. Donc, en fait, on voit très bien que le problème en France, c'est on a certes trop de fonctionnaires,
mais surtout on a trop d'administration administrante, on a trop de bureaucratie. Et donc, l'une des mesures d'ailleurs qu'on a portées, c'est de faire de l'intelligence artificielle un vrai levier d'optimisation, d'efficacité. On créera un DOGE un peu à l'américaine, une direction de l'optimisation et de l'efficacité gouvernementale pour piloter tout ça, mais on fera de l'intelligence artificielle un vrai levier d'optimisation des politiques publiques. Et il y a évidemment énormément de sujets où ça pourra s'appliquer. Jean-Baptiste Léon, on parle donc un petit peu de gaspillage en réalité de l'argent public. Selon vous, où se situe justement ce plus gros gaspillage d'argent public et quel secteur devrait être réformé en priorité? À peu près tous, on va dire, les gaspillages sont partout. Encore une fois, effectivement, et je me félicite en entendant monsieur le député de voir que les idées de contribuables associés progressent dans le milieu politique, parce que je souscris à une grande partie aux propos qui viennent d'être tenus, sachant que ce sont des lignes d'action et de réforme que défend Contribuables Associés depuis très longtemps pour plus de simplification. Nous, on part du principe que l'État est trop gras et donc il faut plus de muscles. Et effectivement, revenir à des politiques régaliennes, l'État est fait pour ça. Il doit se concentrer sur ce qu'il sait faire. Aujourd'hui, l'État se mêle de tout et fait à peu près tout très mal. Et encore une fois, emmerde les Français. Alors, toute cette logique de dépenses, effectivement, nous sommes le pays où nous payons le plus d'impôts, nous sommes le pays où les dépenses publiques sont les plus importantes, nous sommes aussi agonis par la dette. La dette, c'est très grave parce que la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. La dette, on la paye, on paye les intérêts de la dette. Et c'est-à-dire que les intérêts de la dette, c'est autant qu'on n'a pas pour investir pour l'avenir de nos enfants demain. Et donc, malgré toutes ces ressources, malgré les Français qui sont en agonie d'impôts, effectivement, il y a de plus en plus de dépenses et il y a énormément de gaspillage. Donc la chasse au gaspillage, pour répondre à votre question, je vais peut-être pas être très concret, mais je répète, elle est partout. Elle est partout. Et nous, ce qu'on demande aux membres de Contribuables Associés, c'est de chasser ces gaspillages. Donc on a énormément de remontées au niveau local, de petites mairies qui font parfois n'importe quoi. Alors l'exemple le plus emblématique, effectivement, ça peut être la ville de Paris, mais ça se passe à peu près partout. Dans les petits villages. Et chaque année, alors en primeur, sachez que cette année, Contribuables Associés va sortir la nouvelle édition de son livre noir des gaspillages. Donc le livre noir des gaspillages de l'argent public 2025. Nous allons lister un ensemble de gaspillages tout en haut de l'État, comme dans le village d'à côté. D'accord. Et C'est dommage, on n'a même pas droit à un extrait en avant-première. Ah, il n'est pas encore sorti, cher Richard, mais on y travaille. Mais c'est-à-dire, si vous voulez vous tenir au quotidien informé sur l'ampleur des gaspillages en France, nous avons un site internet qui s'appelle touscontribuables.org où nous pointons très régulièrement, quasiment quotidiennement, les gaspillages au niveau local notamment. Et selon vous, quel pays en particulier a un système fiscal le mieux rêvé, si je puis dire? Encore une fois, le bon modèle, c'est le modèle suisse où s'applique la démocratie directe. Il y a quelques années, à Contribuables Associés, nous avions mené une étude qui démontrait que là où la démocratie directe s'applique, la fiscalité et les impôts sont moindres. Tout simplement parce qu'il y a un travail commun de l'élu local avec le citoyen. Il m'est arrivé d'assister à des délibérations de démocratie directe dans certains cantons suisses. Effectivement, c'est assez magnifique de voir cet investissement du citoyen et aussi de l'élu, qui ne sont pas toujours des élus professionnels en Suisse et qui sont donc assez proches des enjeux et des réalités que vivent les Français au quotidien. Après, la Suisse, d'autres pays aussi, nous sommes sans doute, quand on prend l'Europe, tous nos voisins sont réformés d'une façon ou d'une autre. Même l'Italie, qu'on pointait il y a encore quelques années, dès les années 90, a réformé sa fonction publique. L'Angleterre, le Royaume-Uni aussi a fait beaucoup bouger les choses. En termes de simplification administrative, un pays comme la Hollande a instauré certains systèmes où quand on crée une norme, on en supprime une, voire deux. C'est à cela qu'il faudrait venir en France. Monsieur le député, donc la Hollande est un modèle, l'Italie est un modèle, la Suisse est un modèle, les États-Unis sont un modèle, et c'est un problème purement français, c'est un problème de régime. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, entre l'appel au référendum, la nécessité de détruire, de supprimer un certain nombre d'échelons territoriaux, vos propositions d'économie sont en fait une remise en cause radicale du système français et même de la Ve République d'une certaine manière?
C'est une remise en cause radicale. C'est une vraie révolution, pas simplement d'organisation, mais aussi je pense au contraire de revenir à l'esprit pur de la Ve République, à l'esprit gaullien de cette République, dont la souveraineté nationale a été un peu l'abandonnée de ces dernières années. Dans les différentes mesures qu'on propose, effectivement, on veut revenir au référendum d'initiative populaire. On veut supprimer la troisième chambre, le Conseil économique, social et environnemental, le CESE et ses applications régionales, qui coûtent d'ailleurs au passage un peu plus de 100 millions d'euros par an, qui sont des organes consultatifs auxquels personne ne s'intéresse, qui coûtent juste trop cher, qui en plus sont un peu idéologisés, et donc de revenir à l'expression directe du peuple. De le faire donc à l'échelle un peu nationale, de permettre aux Français de s'autosaisir de sujets de référendum. Aujourd'hui, on voit qu'il faut 10% du corps électoral, donc ça fait à peu près 4 millions de personnes. Ça n'est jamais arrivé. C'est un seuil qui est inatteignable. En plus, il faut la signature d'un cinquième des parlementaires. Donc, autant vous dire que entre les deux conditions réunies, on n'a jamais permis au peuple français de se saisir lui-même. Nous, on reviendra. Nous, on changera un peu les modalités. On permettra à peu près à 2 millions de Français de se saisir d'un référendum. On abandonne aussi les signatures de parlementaires. Donc ça, c'est sur le référendum d'initiative populaire. Soit pour, par exemple, rejeter une loi qui a été votée par le Parlement, soit pour simplement un référendum. Voilà. Au niveau local, on veut aussi revenir, donc c'est l'esprit, monsieur en parlait juste avant, des votations suisses, qui est très intéressant. Au niveau de la province, on permettrait donc, une province, ce serait à peu près 1 million, entre 1 200 000 et 1 500 000 personnes. On permettrait, à partir du moment où il y aurait 200 000 signatures de citoyens, ils pourraient s'autosaisir sur un sujet local et ça aurait une vraie force contraignante. Là où aujourd'hui, il y a des consultations qui sont permises, mais on l'a vu pour Notre-Dame-des-Landes, le résultat n'a pas été respecté. Et au niveau communal, pour que ça ait une force de règlement, il faut qu'il y ait une participation de plus de 50%. Donc voilà, donc dans l'esprit, on est toujours très content de dire, mais les Français d'ailleurs, ça a été le discours d'Emmanuel Macron, qui a voulu allumer un contre-feu pour ses vœux en disant « je donnerai la parole au peuple français ». Le nombre de présidents de la République, et Emmanuel Macron le premier, qui nous ont dit ça, mais qui derrière n'ont jamais posé de référendum sur la table. Ben nous, vous voyez, au-delà de toutes ces mesures d'économie, on propose de revenir à l'essence même de la Ve République, qui est de donner la parole et de rendre la souveraineté au peuple français. Vous avez parlé tout à l'heure, Charles Aloncle, de moderniser l'administration avec des outils comme l'intelligence artificielle, par exemple. En quoi cela rendrait-il la vie plus facile pour des citoyens ordinaires ? Il y a quelques exemples qui sont intéressants. Déjà, il y a des applications pures et simples au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, vous allez dans un commissariat et vous vous adressez à des policiers. Ils passent une très grande partie de leur temps, pas sur le terrain, mais à saisir des dépositions, à faire des comptes rendus. Et tout ça leur prend un temps infini. Donc, avec l'intelligence artificielle qui est devenue quasiment gratuite et qui fait bien mieux ce travail que le moindre humain, on pourrait demain, par exemple, imaginer dans les commissariats des saisies de dépositions extrêmement rapides où on n'aurait pas quelqu'un qui tape derrière son clavier et qui n'est pas là à assurer la sécurité des gens. Il y a des exemples à l'étranger qui sont extrêmement intéressants. Je vais en citer 2 ou 3 si vous voulez. En Estonie. L'Estonie, un pays, on n'a pas l'impression que c'est un pays qui est plus développé que la France, et pourtant ils ont déjà mis en place des applications très concrètes de l'intelligence artificielle. Ils permettent de résoudre des litiges simples, fiscaux et administratifs de moins de 7 000 euros. Moins de 7 000 euros, c'est l'intelligence artificielle qui va résoudre votre contentieux, avec une possibilité de recours devant un juge humain. Aux États-Unis, c'est un outil Compass, par exemple, qui assiste les juges dans la détermination de l'application des peines pour prévenir la récidive. Et enfin, au Royaume-Uni, les hôpitaux, pour prévenir des pics épidémiologiques, il y a un système d'intelligence artificielle qui analyse les données historiques pour mieux allouer les ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles. C'est autant d'applications, États-Unis, Estonie, Royaume-Uni, où nous, on est totalement à la dérive. On n'en voit même pas les prémices. Donc l'intelligence artificielle est une révolution qui a déjà complètement emporté certains pans du secteur privé.
il est temps que l'État se saisisse de cette intelligence artificielle. Et je finirai juste là. On a un sous-secrétariat d'État avec la personne de Madame Chapas, que je pense personne ne connaît autour de la table. La priorité de cette dame, qui est quand même secrétaire d'État à l'intelligence artificielle, dans sa première intervention médiatique, c'est de dire, sur Twitter, on va lutter contre les fausses opinions. D'ailleurs, c'était un lapsus. C'était pas les fausses informations et les fake news, c'était les fausses opinions. Donc cette dame, aujourd'hui, est nommée sur un périmètre qui, selon moi, est l'un des plus importants pour, en fait, aller faire la police de la pensée sur les réseaux sociaux. D'accord, eh bien écoutez, nous allons finir sur ces mots, messieurs. Merci à tous les deux d'être venus chez nous ce matin. Nous vous réinviterons évidemment très vite pour nous éclairer à nouveau sur tous ces points. Donc merci à tous les deux et à très vite.